Madame Armelle Gracier est directrice des affaires industrielles du SNITEM. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le SNITEM est un syndicat des fabricants, un syndicat français des fabricants de dispositifs médicaux. Madame Gracier a également une activité dans le cadre de Angel Santé. Donc, elle intervient beaucoup aussi dans le soutien, le financement des jeunes entreprises. Alors, Madame Collignon, vous êtes chef de service adjointe au service évaluation des dispositifs médicaux de la HAS et vous vous occupez de tous les aspects, toutes les questions numériques. Et en particulier, vous avez travaillé sur la grille d'évaluation avec le questionnaire qui a tourné jusqu'au 15 janvier. On était donc très heureux, d'ailleurs, dans le cadre de l'étude, de voir la préoccupation de la HAS. Enfin, vous expliquerez tout ça. Monsieur Yoal Allen, vous êtes PDG de la société Numalis. Si je comprends bien, d'ailleurs, c'est une société qui est... vous êtes spécialisé dans tout ce qui est méthode formelle pour certifier ou s'assurer que les logiciels font bien ce pourquoi ils sont programmés. Donc, c'est une approche extrêmement intéressante. Et par ailleurs, vous êtes éditeur d'un standard ISO sur la fiabilité des IA. Enfin, vous intervenez dans des groupes de travail au niveau international. Et monsieur Nicolas Sabouret, vous êtes professeur, enseignant à l'université, on ne dit plus Paris-Sud, maintenant je crois qu'on dit Paris-Saclay, et Centrale-Supélec, chercheur au LIMSI CNRS en IA, et vous avez publié récemment un livre de vulgarisation qui s'intitule « Comprendre l'intelligence artificielle ». Alors, j'espère que vous avez pu faire vos devoirs. On vous a communiqué avant le résumé, puis je crois même l'intégralité de l'étude. Et l'idée, c'était justement de bénéficier de votre regard d'expert, qu'on espère complémentaire, en tout cas, pour pouvoir corriger, répondre à un ensemble de questions, peut-être insister sur certains messages qu'on aurait pu négliger ou peut-être pas assez mis en avant. Alors, en discutant, en préparant avec vous auparavant, on a isolé quelques questions. Je vais les énumérer maintenant, puis on va commencer par une des questions. Monsieur Yoal Allen, il y avait un sujet qui vous en particulier, qui était le fait que les besoins de validation de l'IA sont, selon vous, les mêmes, en fait, dans tous les secteurs. Il y a une partie générique. Donc ça, c'est un sujet qui pourrait être débattu. Madame Gracier, vous insistez sur le fait que les solutions d'IA sont avant tout, dans le cas présent, des dispositifs médicaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quelles sont les démarches pour les entreprises qui les développent? Ça a déjà été évoqué par les 3 témoignages précédents. Madame Collignon, ce qui est intéressant, en tout cas dans les discussions autour de la HAS, c'est votre préoccupation de mettre en avant la confiance. C'est la discussion qu'on avait pu avoir avec Madame Adno, c'était un des points qui semblait se démarquer, qu'il était essentiel, en tout cas, pour que finalement tout cela fonctionne, se mette en place. C'est que à la fois les médecins, à la fois les patients, et peut-être d'autres intervenants, aient confiance dans les systèmes. Il y avait l'aspect aussi de la responsabilité également, ça fait partie de la confiance également. Et M. Sabouret, vous aviez dit quelque chose, une phrase un petit peu comme ça à choc, qui était « l'IA se trompe forcément ». Parce qu'elle ne sait pas tout faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, dans tout ce qui est développé, c'est des choses qui vont arriver. Je vous propose par exemple de commencer par cette question et puis que chacun d'entre vous réagisse sur cet aspect-là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au fait que l'IA se trompe forcément? Voilà. Nicolas. L'IA se trompe forcément. C'est quelque chose qui n'est pas évident forcément à bien assimiler. L'intelligence artificielle fonctionne sur des algorithmes, et les algorithmes, comme toute chose physique ou pas qu'on conçoit, sont limités. Enfin, il y a des choses que les algorithmes ne peuvent pas faire, et en particulier des choses que les algorithmes ne peuvent pas faire dans un temps raisonnable de calcul. C'est toute une théorie en informatique qui s'appelle la calculabilité et la complexité. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des problèmes qu'on essaye de résoudre avec les algorithmes d'intelligence artificielle sont des problèmes pour lesquels on ne peut pas donner une solution exacte, à coup sûr, dans un temps de calcul raisonnable. Ça veut dire que quand on programme une solution informatique qui répond, qui classifie, qui décide, qui fait une proposition dans un temps de calcul raisonnable, je parle de temps de calcul raisonnable, je parle des durées
qui sont de l'ordre de quelques secondes, quelques minutes, mais temps de calcul non raisonnable, donc le fait d'obtenir une solution exacte, on est dans des millions d'années de calcul. Donc d'accord, c'est juste, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas une histoire de puissance de machine. Il ne s'agit pas de dire, demain une machine, aujourd'hui on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas doué, mais demain une machine plus rapide y arrivera, ou une machine quantique y arrivera. On est dans des problèmes théoriques qui sont inaccessibles, quel que soit le modèle de calcul qu'on met en œuvre. Donc, voilà, si aujourd'hui j'ai une réponse dans un temps de calcul raisonnable à ce genre de problème, c'est que je ne peux pas affirmer que la réponse est forcément bonne. Je suis même sûr que du contraire. C'est-à-dire que si mon algorithme prétend toujours donner la bonne réponse, il contredit toutes les théories mathématiques et informatiques de la calculabilité et de la complexité. Alors évidemment, les théories peuvent se tromper. On peut toujours, on s'est rendu compte un jour que la somme des angles d'un rectangle ne faisait pas toujours 180 degrés quand on le plaquait sur une surface courbe. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. A priori, ce n'est pas quelque chose, en tant que scientifique, moi je suis très attaché à me limiter à ce que je sais. Et donc ce que je sais, c'est qu'une intelligence artificielle, à un moment, est obligée de se tromper dans le résultat qu'elle énonce. Donc voilà, il faut prendre ça en compte dans les dispositifs qu'on conçoit. Armelle, vous souhaitiez réagir ? Oui, je veux bien réagir. Alors moi, je ne suis pas du tout technique, donc l'IA m'échappe sur plein d'aspects. L'IA se trompe, ça, on l'a dit, mais je voudrais rappeler aussi que les médecins se trompent aussi de temps en temps. Et donc, personne n'est infaillible. Ce qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle fasse au moins aussi bien que l'humain dans ses capacités d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était très provocateur de votre part, j'imagine, de dire ça, mais quelque part, ça ne va pas participer à la confiance que les gens vont pouvoir avoir dans l'IA, si c'est ce que vous clamez en premier. Or là, on est en train d'essayer de faire en sorte que l'IA soit un outil qui soit utilisé par les patients et les médecins et qu'on ait confiance. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même rappeler ça. Les médecins font quelquefois des erreurs. Alors évidemment, ce qu'on espère les moins fréquentes possibles. Mais pour moi, voilà, l'IA n'a pas vocation à remplacer le médecin, mais à minima à faire au moins aussi bien. Et à partir de là, pour moi, le job sera fait, puisqu'on sait que le médecin n'est pas infaillible non plus. Donc voilà, donc c'était juste le petit commentaire que je voulais faire sur cette phrase provocante. Arnaud, peut-être qu'il y a des choses à proposer. Je voulais juste rebondir juste une minute, enfin même 30 secondes, par rapport à tout ce qui a été dit avant. En fait, mon propos, c'est surtout que la réponse n'est pas technologique, elle est effectivement réglementaire. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que les machines se trompent et que les humains se trompent aussi, est-ce que demain je monte dans une voiture autonome ? Je suis monté dans la voiture de ma mère qui conduit très dangereusement. Et voilà. Bon, si on me propose une voiture autonome ou ma maman, je monte dans la voiture autonome. Moi, j'ai pas d'hésitation. Mais pourtant, je sais qu'elle potentiellement, elle va se tromper. Voilà. Effectivement. Pardon. Ouais. Alors, la phrase est évidemment faite, à mon avis, pour être un peu polémique. L'IA se trompe. Après, je renchérirais même juste... les systèmes se trompent. De toute façon, il n'y a aucun avion aujourd'hui qui est sans faille, il n'y a aucun train qui est sans faille, tous les systèmes ont des failles. La vraie question, elle reste sur la maîtrise du risque. Comment on mesure le risque ? Quel est le risque acceptable ? Combien d'incidents par kilomètre parcouru, par nombre d'utilisation d'un système, peu importe comment on veut le mesurer. La difficulté de l'IA, c'est justement aujourd'hui, on a encore un peu du mal à mesurer ça et à quantifier de manière certaine un risque que pose un système à base d'IA. Donc c'est des choses évidemment qui sont en travaux, ça s'améliore, mais étant donné qu'on n'a pas encore de réponse définitive, on n'a pas encore de réponse réglementaire en disant le risque acceptable, il est de temps. Quand un dispositif démontre qu'il est en dessous de ce risque, on peut estimer qu'il est sûr. Je pense que voilà, le débat il est sur la maîtrise du risque, parce que tous les systèmes ont des défaillances de toute façon. Madame Collignon, vous souhaitiez complémenter sur cet aspect justement de l'IA se trompe ou comment la HAS réagit ou intègre cet aspect-là ? Alors, je ne sais pas par où commencer, mais en fait, a été évoquée tout à l'heure la grille qu'on est en train de construire, et il me semble que c'est un élément de la démarche, mais
seulement un élément, puisque finalement cette grille, qui est une grille d'analyse du volet algorithmique de la partie algorithme pour les DM qui sont soumis à l'évaluation de la CNEDIMS. Alors je rappelle juste au passage que la CNEDIMS évalue les dispositifs médicaux et certains DMDIV dans une perspective d'accès au remboursement. Donc ce sont des dispositifs qui ont déjà le marquage CE. Donc on est finalement, c'est une évaluation à des fins de prise en charge en France. Et du coup, on positionne les technologies par rapport à l'arsenal disponible en France. Donc il est important pour les membres de la commission d'avoir une information claire des technologies qui lui sont soumises. Donc on nous annonce en fait beaucoup d'intelligence artificielle dans les dossiers qui nous sont soumis. En pratique, la commission n'en a vu qu'un pour l'instant. Néanmoins, c'est un sujet qui arrive. Donc l'avis va être émis, il sera adopté demain, donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc il sera rendu public dans quelques jours. Mais en pratique, un seul dispositif a été soumis avec intelligence artificielle. Néanmoins, pour la commission, c'est important de mettre en place les outils qui permettent d'évaluer rapidement et efficacement ces technologies. Et ce ne sera jamais au détriment d'une évaluation clinique. La commission a des critères réglementaires sur lesquels elle doit se prononcer. Elle apprécie l'intérêt pour le patient. Et ce qu'apporte la technologie, on parle d'amélioration du service attendu par rapport à l'existant. Donc il y a à la fois la description technique qui est capitale pour ces dispositifs intégrant de l'intelligence artificielle, et puis le volet clinique, le volet démonstration, qui permet de confirmer l'intérêt d'une technologie. Donc on essaie de conjuguer ça et développer les outils qui nous sont indispensables, et cette grille, c'est un outil qui nous est indispensable, parce qu'on a vu au travers de dossiers qui annonçaient l'intelligence artificielle, qui au final n'en était pas, et puis qu'en décortiquant l'algorithme, il ne s'agit pas d'aller dans la boîte noire, mais de poser un certain nombre de questions clés qui permettent de savoir ce qui est soumis à l'évaluation, de comprendre ce qui est le dispositif qui nous est soumis pour l'évaluation. Donc c'est l'objectif de cette grille qui balaye 36 items au travers de 8 thèmes qui vont de la finalité d'usage en passant par la performance, la résilience. On termine par explicabilité, interprétabilité. Donc c'est un projet de grille qui a été soumis à consultation publique. On a à ce jour 52 retours. On en attend encore quelques-uns, puisque la consultation terminait officiellement le 15 janvier, mais certains se sont manifestés pour nous demander un petit rap de délai. Donc elle est toujours en ligne sur le site et on la clôturera d'ici quelques jours. Donc a priori le 30. Donc on va décortiquer toutes ces réponses et on espère bien finaliser notre projet de grille descriptive d'analyse du volet algorithmique pour la rendre publique en avril. Et on a bien conscience que c'est une première version et qu'elle évoluera. Mais néanmoins, c'est pour nous un élément clé. Et en attendant, évidemment, les travaux normatifs qui sont en cours. Donc c'est vraiment complémentaire, c'est un outil dont on a besoin, dont les membres ont besoin, et qui vise à permettre aux industriels de décrire précisément leur technologie, encore une fois, sans aller dans la boîte noire. Ensuite, on voit bien qu'auprès des cliniciens, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a un besoin de confiance à développer. Et pour cette confiance, il nous semble que la clé, c'est développer l'évaluation. Et c'est pour cette raison que dans son rapport d'analyse prospective, la HAS a proposé la mise en place d'une matrice d'évaluation par fonctionnalité. L'idée, c'est de cartographier les technologies en fonction de leur fonctionnalité pour identifier celles qui ont besoin d'une évaluation, alors évaluation facultative. On a bien conscience qu'il ne faut pas que ce soit un alourdissement, mais une opportunité pour les industriels qui le souhaitent de faire évaluer leur technologie pour mettre à la disposition des professionnels une information, l'information qui leur est nécessaire pour connaître les performances et éventuellement les limites à l'utilisation de telle technologie en croisant fonctionnalité et type d'évaluation. On pense qu'on peut arriver à développer cette confiance, et cette confiance, elle est nécessaire pour l'accompagnement du déploiement numérique en France, il nous semble. C'est la position de la HAS qui est traduite dans son rapport de 2019. Donc si je comprends bien, en fait, là, les questions autour de l'IA ont peut-être plus été une opportunité, un prétexte de travailler sur une nouvelle grille d'évaluation un peu plus globale
sur ces questions de confiance également, enfin sur les aspects d'évaluation des logiciels ou des dispositifs en général. Mais est-ce qu'il y a un focus particulier sur l'IA qui est adressé en fait Alors voilà, notre démarche, on l'a commencé bien plus large sur les dispositifs médicaux connectés. On a rendu nos conclusions en début 2019. Et à partir de là, on a vraiment senti qu'il y avait un sujet IA et on a travaillé à partir des dossiers qui nous avaient été soumis. Alors annonçant l'IA et documentant au final qu'il n'y en avait pas, et puis des technologies qui arrivent qui comportent vraiment l'IA. Donc on a construit cette grille à partir des informations qui nous manquaient dans les dossiers qui nous étaient soumis pour justement faire évoluer le dossier qui est déposé par l'industriel et que l'industriel sache ce qui lui est demandé et qui permet déjà en décrivant clairement ce qu'est cette technologie, de gagner la confiance des membres, qui sont pour la plupart cliniciens, et on pense aussi la confiance des utilisateurs à terme. Mais en aucun cas, cette grille n'est un substitut à l'évaluation clinique. C'est un volet descriptif de la partie algorithmique et la commission apprécie les données cliniques qui lui sont soumises par ailleurs. Et pour la commission, le volet clinique et l'anticipation de ce volet clinique est la clé pour permettre à un industriel de valoriser pleinement une technologie de rupture essentielle. C'est, j'ai envie de dire, catastrophique pour les membres de la commission d'avoir à rendre un avis très mesuré sur une technologie qui est censée révolutionner la prise en charge des patients. Très bien. Alors, j'allais vous demander également, et c'est la question suivante un peu à faire tourner, c'est est-ce que vous vous êtes inspiré de recommandations, de pratiques dans d'autres secteurs? On parlait de l'automobile tout à l'heure avec la maman d'Ardo, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont été utiles par rapport à ce qui se fait dans d'autres secteurs? Oui, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi ces 8 thèmes. C'est qu'on a l'impression que c'est vraiment pas spécifique de la santé, les questions qu'on pose sur la performance, la résilience, l'apprentissage, le réapprentissage. C'est finalement un jalonnement et une explicitation de la démarche de l'entreprise dans la construction de son algorithme. Et il y a des choses qui ne sont pas explicables, mais voilà, pour notre grille, dans les items, il n'y a pas de vraie ou de bonne ou de mauvaise réponse. On veut juste une information claire. Et en fonction de la techno, il n'y a pas de réponse type attendue, c'est une information claire avant tout. Je comprends bien. Je m'étais trompé dans le prénom déjà, pardon. Je pense que c'est très important ce que vous proposez avec cette grille, qui est il faut que les gens sachent ce qu'ils manipulent en fait. C'est-à-dire que l'IA n'est pas explicable, elle l'est pas. Enfin, je veux dire, il faut que le médecin qui utilise ce dispositif sache que l'IA lui proferait une recommandation sans possibilité d'expliquer ce résultat. Ou l'IA est basée sur des données qui viennent de telle source. Voilà, il faut que les gens le sachent. Enfin, il faut vraiment dédiaboliser, démystifier cette vision qu'on a de l'IA qui ferait tout à partir de rien. On est vraiment et j'aime beaucoup cette approche qui consiste à dire sachons ce que fait ce dispositif et comment ça fonctionne. À partir de là, on peut discuter de l'utilisation, de l'usage qui peut être fait. Pardon ? Juste peut-être une précision sur la capacité à mettre des grilles de lecture sur une IA. De plus en plus, aujourd'hui, les IA sont, j'allais dire, polymorphes et on les combine entre elles. On appelle ça donc des IA hybrides, certaines ayant certaines propriétés. Par exemple, ce matin, avec l'idée, voilà, les IA symbolistes sont plus explicables par essence que les IA connexionnistes, comme les réseaux de neurones. Par contre, aujourd'hui, par exemple, dans l'automobile, le paradigme, c'est l'IA hybride, c'est d'avoir des IA réseaux de neurones en bas qui font de la détection et au-dessus des IA plus tournées vers le symbolisme, donc la logique, pour prendre des décisions. Donc on ne peut pas forcément regarder le système dans son ensemble et juste mettre une grille, il faudra peut-être avoir justement des grilles pour les différents sous-modules d'un produit. Donc la question peut vite devenir complexe à exprimer. Vous avez raison, c'est un point qu'on a identifié avant de soumettre notre grille. On ne l'a pas encore résolu, mais on sait que c'est une question. Enfin, on sait que c'est une question. On n'imagine pas demander à un industriel de décrire chaque brique de son algorithme. On va trouver une solution justement pour dire pour essayer de dire comment décrire un système qui fonctionne potentiellement avec plusieurs algorithmes qui ont des fonctionnements eux-mêmes différents. Il y a une balance. Voilà, c'est exactement une vraie question. Et alors, Armelle, donc votre
votre point de vue, c'était que finalement, les solutions d'IA, c'est bien, mais c'est avant tout des DM. Est-ce que néanmoins, vous pensez que pour les entreprises qui mettent en avant le fait qu'elles font de l'IA, que ce soit vraiment de l'IA ou pas selon différentes définitions, est-ce qu'il doit y avoir une approche particulière? Est-ce qu'il y a certaines précautions ou méthodes? Enfin, on a vu tout à l'heure le fait, dès le départ, de se doter de rentrer dans un processus qualité 13485, par exemple. C'était un exemple, ça semblait extrêmement intéressant, être en mesure d'anticiper les évolutions. Est-ce que vous avez des recommandations, à la fois en tant que SNITEM, en tant que Business Angel, enfin, quand vous... Alors, je voudrais juste refaire un tout petit point de base, de définition. C'est pas parce qu'une solution utilise des données qu'elle sera un dispositif médical. On entend par dispositif médical un dispositif qui a des finalités médicales. Donc déjà, ça, je pense que c'est important à prendre en compte. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, pour répondre au point d'Arnaud tout à l'heure, effectivement, il y a des solutions d'IA qui sont encore aujourd'hui des classes 1, mais qui, suivant la décision de la Cour de justice européenne de 2017, les place automatiquement en classe 2A aujourd'hui. Donc effectivement, on va dire que c'est un sursis qu'ont les solutions d'IA de classe 1 aujourd'hui, mais elles devront être en classe 2A. Et en l'occurrence, c'est une période de grâce qui n'est pas liée qu'au nouveau règlement européen, puisque normalement, vous devriez déjà être en classe 2A suite à la décision de cette Cour de justice européenne. Après, 2A, 2B ou 3, c'est simplement une classification qui regroupe les DM en fonction de leur niveau de danger pour le patient. Donc effectivement, la solution d'IA de base, elle sera 2A, mais il y en a qui sont 2B ou 3. Quand la décision qui est prise par l'algorithme peut mettre en danger la vie du patient, bah forcément, ça tombe en classe 3. Et donc, concrètement, ça veut dire que les prérequis, en particulier de preuves cliniques, vont avoir un niveau maximum. Et l'évaluation clinique que Diabeloop doit faire se classe dans les plus importantes, d'où ce fameux délai entre le marquage CE et la prise en charge, le remboursement et donc l'accès au marché. Après, la remarque que vous faisiez sur c'est beaucoup plus rapide aux États-Unis, il faut prendre en compte aussi que le système de santé est très différent. Et effectivement, il y a d'autres pays européens où on a le marquage CE, on commercialise et on vend tout de suite. Ce n'est pas le système en France, dans la mesure où on a un système solidaire qui prend en charge et que la plupart des produits, s'ils ne sont pas remboursés, ne sont pas achetés. Donc à ça, on ne peut pas grand-chose. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je voulais juste aussi rajouter un petit point sur les organismes notifiés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, obtenir son marquage CE, on est plutôt à 12 mois que 6, on va dire en moyenne, de façon normale, parce que obtenir son marquage CE n'est pas si long que ça en situation normale. Le problème, c'est que là, le nouveau règlement européen a pris énormément de retard dans sa mise en œuvre et qu'effectivement, vous devez passer par un organisme notifié pour obtenir ce marquage CE et que malheureusement, il n'y a que 7 organismes notifiés à ce jour sur la cinquantaine qui existent qui ont été certifiés au regard du nouveau règlement européen. Donc, bien évidemment, ça fait un goulot d'étranglement important, ce d'autant que le nouveau règlement européen ne s'applique pas qu'aux nouveaux produits. Il s'applique à tous les dispositifs médicaux qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc, en gros, il y a 2 millions de références qui vont devoir repasser par le marquage CE. Donc, voilà, quand on a dit ça... On va développer une IA pour pouvoir aller plus vite. Voilà, donc ça, c'était des petits points de précision. Maintenant, effectivement, pour juste revenir à la question, je crois que tout a déjà été dit, soit dans la présentation de d'EY, soit dans les témoignages auparavant. Effectivement, le marquage CE, c'est la clé d'entrée sur le marché. Pour autant, c'est pas parce qu'on a le marquage CE qu'on accède au marché. Donc, c'est toute la complexité pour ceux qui développent des solutions d'IA, et je pense en particulier aux startups, parce qu'effectivement, le parcours est assez long et il commence par le marquage CE. C'est Julien, votre prénom? Marc, pardon. Forcément, j'avais une chance sur 2. Marc l'a très bien dit tout à l'heure, la compétence réglementaire et qualité, c'est la première à internaliser quand on crée sa start-up, parce que c'est quand même sur le marquage CE que repose la survie de l'entreprise. Et tout le chemin vers aussi la certification ISO 13485 qui certifie le processus qualité, il ne faut pas croire que ça se fait en 3 mois. C'est minimum 1 an, et encore, quand tout se passe très bien, c'est un processus extrêmement lourd. Donc oui, moi, ce que je recommande toujours aux startups, c'est d'internaliser très très tôt cette compétence. L'autre point de vigilance, puisqu'on l'a vu, le marquage CE, ce n'est pas l'accès au marché, il y a toute la partie
évaluation pour accéder au remboursement. Il faut tout anticiper, c'est-à-dire que c'est pas je fais le marquage CE, puis une fois que j'ai mon marquage CE, je réfléchis à ma stratégie de développement clinique et aux études que je vais devoir faire pour passer devant la CNEDIMS. Tout ça, ça s'anticipe parce qu'une partie des données du marquage CE peuvent servir au dossier de remboursement. Donc, il faut mener de front toute la roadmap et pas la séquencer. Donc ça, c'est toute la difficulté du DM. Je dis du DM en général parce que finalement, l'IA, c'est un DM. C'est un DM un peu particulier qui rajoute quelques complexités, puisqu'aujourd'hui, dans l'évaluation, c'est pas encore on ne sait pas très bien faire, aussi bien les organismes notifiés que la Haute Autorité de Santé. Mais dans les grands principes généraux, ça reste un dispositif médical. Donc, tout ce qui implique dans la préparation doit être fait en même temps, va se rajouter comme difficulté ou comme contrainte pour les développeurs de solutions, la garantie humaine, qui là, pour le coup, contrairement à plein de règlements qui s'appliquent avec un délai d'entrée en vigueur et des délais de mise en application, s'appliquera au moment de la promulgation de la loi. C'est-à-dire que dès que la loi de bioéthique sera promulguée, l'article 11 s'imposera aux entreprises. Alors je pense qu'il y aura, bien évidemment, comme le RGPD, une certaine souplesse de mise en application et il n'y aura pas des contrôles tout de suite. Mais effectivement, toutes les entreprises qui développent des solutions d'intelligence artificielle devront mettre en interne chez eux les process de garantie humaine. Merci. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais finir sur quelques notes d'optimisme et demander à chacun des intervenants si vous pensez que, parce qu'on a souvent tendance un peu à se flageller en France, comment, selon vous, on peut se situer et quels seraient les points positifs dont on pourrait se réjouir. Voilà, donc... Nicolas, peut-être. C'est important. Il y a plein de points positifs. La France est un pays qui a depuis toujours été très en avance sur le développement de l'intelligence artificielle, y compris à l'époque de la bonne vieille IA à base de règles, mais pas que. Enfin, on a des chercheurs, Yann Lequin par exemple, est un chercheur très connu français. On a des grosses équipes de recherche en IA en France, donc c'est un domaine sur lequel on a plutôt de l'avance par rapport aux autres équipes dans le domaine. Quand je vais dans des conférences, les Français sont assez bien représentés, ce qui est agréable. Donc voilà, dans les points positifs, on a beaucoup de gens qui savent de quoi on parle. Et moi, je suis agréablement surpris quand j'entends les questions, les propos qui ont été tenus aujourd'hui dans cette salle. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui savent vraiment bien de quoi ils parlent quand ils parlent d'IA. Évidemment, vous l'avez dit, il y a parfois un phénomène marketing qui fait que des gens prétendent avoir des solutions d'IA, puis quand on gratte un petit peu, en fait, c'est juste du logiciel. Mais dans l'ensemble, la plupart des acteurs savent à peu près de quoi ils parlent. Des acteurs qui vraiment en font, qui vraiment sont dans la construction de dispositifs et de logiciels, connaissent bien le domaine, connaissent bien les possibilités et la position des concurrents sur les avancées technologiques. Donc moi, je suis assez confiant dans le fait qu'en France, on va pouvoir développer des dispositifs d'IA et je pense que la réglementation va nous y aider à le faire bien, en fait. Arnaud, vous qui travaillez donc au niveau de l'ISO, au niveau international, vous confirmez Alors oui, donc quand on va à l'ISO, au sous-comité 42 qui est dédié à l'IA, on est frappé évidemment par la masse de délégués qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis, mais il y a quand même le petit village gaulois qui est là aussi, il y a les Français et les Allemands qui on est très actifs. Et quand on regarde un peu, j'allais dire, au niveau des scores, il y a 3 projets pour l'instant sur l'IA qui sont lancés à l'ISO. Il y a un projet allemand sur le risk management, il y a un projet canadien sur l'évaluation des systèmes de classification et il y a un projet français que je mène sur la robustesse des réseaux de neurones. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet chinois, il n'y a pas de projet américain. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à susciter l'adhésion de 29 pays sur un projet français. Qui donc du coup va, on l'espère, développer une vision un peu plus pro-européenne de la réglementation future, qui va permettre de fixer des bases. Quand on regarde aussi au niveau du CNELEC, c'est la France qui co-préside le focus group sur l'éthique et l'IA. Donc la France clairement produit des chercheurs, des ingénieurs, mais aussi des projets de normalisation qui vont dans le sens des intérêts français et des industriels français. On reste confiant qu'à l'avenir, la France devrait encore continuer à tirer son épingle du jeu.
Très bonne nouvelle. Madame Collignon, dans le cadre des contacts que vous avez eus avec vos homologues européens, quels ont été vos retours, leur niveau de préparation? Vous aviez des remarques? On a eu quelques échanges dans la phase préparatoire de nos travaux avec nos homologues européens. Notamment, on a eu des échanges avec nos homologues canadiens. Et les retours qu'on a eus, et tout ça est très positif, les retours qu'on a eus sur cette consultation publique montrent qu'il y a une vraie convergence des besoins et que globalement, on est sur le bon chemin, qu'il y a une volonté de structurer la démarche de tous les acteurs. Et quand je dis tous les acteurs, c'est tous, patients, cliniciens, chercheurs, développeurs, data scientists. En fait, les retours qu'on a sont plutôt consensuels sur la pertinence des points qu'on a préidentifiés. Alors évidemment, des aménagements sont nécessaires et c'est dans cette optique qu'on a fait cette consultation publique. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que tout le monde va un peu dans le même sens et notre démarche, elle se retrouve aussi dans celle de nos homologues, de certains de nos homologues européens, canadiens aussi. Donc très positif, parce que je pense que ce secteur est en train de se structurer et quand je dis secteur, le secteur de l'évaluation aussi sur ces particularités de l'IA. Bien. Armelle, donc des bonnes nouvelles pour les membres du SNITEM, pour les startups. Le nerf de la guerre pour les industriels, c'est quand même le chiffre d'affaires qu'ils sont susceptibles de faire avec les solutions qu'ils développent. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Alors évidemment, si on exclut les États-Unis, parce qu'ils ont un système de santé qui fait que le business model est complètement différent, donc effectivement, il y a beaucoup de startups qui développent des solutions numériques qui vont d'abord sur le marché américain plutôt que sur le marché français pour cette raison-là. Et puis les Asiatiques pour effectivement des méthodes qui aujourd'hui ne sont pas complètement aux standards européens. Globalement, je crois qu'effectivement, ce qu'on peut constater quand on interroge les entreprises qui sont déjà dans plusieurs pays qui sont internationalisés, c'est que finalement, effectivement, la France, elle n'est pas si en retard que ça. Et il ne faut pas croire que toutes les solutions qui arrivent sur le marché français sont déjà prises en charge dans tous les pays européens. Ce n'est pas vrai. Donc du coup, je crois que ça, c'est plutôt le côté positif. Maintenant, effectivement, il ne faudrait pas que tout ce qu'on met en place soit freinateur de ce qui se passe et que la France reste finalement un petit peu en avance de certains pays. Donc le marquage CE, ça pour le coup, c'est européen, donc il n'y aura pas de différence à ce niveau-là. Mais effectivement, en termes de remboursement et en termes d'accès au marché, faire en sorte qu'effectivement ce ne soit pas un frein supplémentaire. Je voudrais juste préciser une petite chose, c'est que on a souvent parlé des Américains, des vols de données, etc. La Californie s'est dotée d'un RGPD-like en courant 2019 et la FDA est en train d'y réfléchir très sérieusement à l'échelle du continent américain. Donc, ce qui prouve bien quand même que les Américains commencent à se poser un petit peu des questions sur la protection des données personnelles. Donc finalement, là, on peut dire que les Européens ont été extrêmement précurseurs pour protéger les citoyens de l'Union européenne. Merci. En fait, c'est presque une transition pour les études de l'après-midi sur les données. On a le temps, je pense, pour quelques questions, si on grignote un petit peu sur le déjeuner. Donc, voilà. Marc. Oui, je pense que sur votre question de est-ce qu'il faut être optimiste, je pense qu'il faut être très optimiste. Et on a en France, je pense, un triptyque qui est assez magique aujourd'hui, qui est qu'on a une excellence technologique, vous le disiez, sur l'IA qui est indéniable. Et quand on regarde, en tout cas nous dans notre industrie, mais de manière un peu générale, on a vraiment des chercheurs qui sont parmi les meilleurs au monde. On a une médecine et des chercheurs en médecine qui sont aussi exceptionnels. Et cette capacité de travailler entre médecins et IA qui est assez fantastique. Et puis le troisième, il faut le dire, c'est que quand même, on a des financements au niveau des startups, alors après on pourra en discuter sur le plus tard, mais au niveau des startups, qui est quand même assez bénéfique. Donc il y a vraiment tous les ferments pour avoir dans le futur des belles startups et des belles solutions qui arrivent de France. Il faut pas en avoir peur, quoi. Voilà. Monsieur. Dominique Charon, Hôpital Saint-Louis. J'étais très intéressé par les différentes présentations qui montrent qu'il y a à la fois du côté des médecins et du côté des patients et de la population générale à la fois une inquiétude, mais aussi une grande attente.
le côté très, très, très positif, si vous voulez. L'inquiétude est aussi positive, mais dans un autre aspect. Je voulais savoir si au niveau des commissions d'évaluation, par exemple, ce côté de l'attente des patients est pris en compte, notamment par des associations de patients ou d'autres procédures. Oui, je vous confirme qu'il y a un processus de consultation des associations de patients, soit de manière spontanée, c'est-à-dire qu'elles ont l'information sur notre site qu'un dossier est déposé, et elles peuvent contribuer spontanément. Et si elles ne contribuent pas spontanément, nous pouvons leur proposer d'être auditionnées par la commission. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier exemple d'intelligence artificielle. Oui, complètement. Les patients ont depuis plusieurs années leur place dans l'évaluation, avec un panel de possibilités d'intervention de leur part tout à fait conséquent, et elles trouvent bien leur place chaque fois que c'est nécessaire en pratique. Oui. Amaury ? Je vais poser la question qui fâche, qui n'est pas forcément le... Parce que je pense sur l'IA, comment on évite que l'IA, ça devienne comme les OGM ? C'est-à-dire que demain, on ait des produits marqués sans OGM de partout, ça sera marqué sans IA, un gros tampon vert dessus. Sans humour, les OGM aujourd'hui, en biologie, et encore une fois, c'est pas l'Institut Curie qu'on vous dira le contraire, c'est utilisé tous les jours. Dans tous les labos de recherche, on modifie des bouts de séquence, on bidouille, on essaie. Plein des produits qu'on utilise en thérapeutique sont issus de technologies qui utilisent le génie génétique. Sans ça, il n'y aurait pas de biologie moderne. Et on voit que ça ne pose pas de problème. Pour autant, l'acceptation de ces questions-là dans la société, elle est juste terrible. Vous posez la question à des gens qui sont pas des gens dans la salle, qui sont pas au courant de tout ce qui se passe, ça sera assez terrible. Et maintenant, on réglemente même les semences, etc. Donc, on est passé à... C'est un peu schizophrène. Comment on fait pour que l'IA, qui ouvre des énormes possibilités, comme a apporté ces révolutions-là dans la biologie, on n'ait pas les mêmes écueils, alors qu'on les connaît déjà. Il y a 15 ans, on commençait à pressentir des problématiques de cet ordre-là. Et voilà. Là, aujourd'hui, on est au début d'une nouvelle histoire. Il y a un formidable élan c'est très positif de voir des régulateurs, des industriels, des chercheurs, un écosystème industriel qui dialogue. Et pour autant, il faut éviter que la société elle se révolte contre ces questions-là. Arnaud ? Alors, je pense, c'est peut-être une réponse très partielle. Il y a sûrement d'autres éléments, mais je pense qu'il y a deux questions à répondre. C'est d'une part, comment j'explique à la personne la technologie, et ensuite comment je lui démontre qu'on en garde le contrôle. Parce que derrière les OGM, un peu, j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, la peur, c'est la perte de contrôle du système et que ça contamine et qu'on n'arrive plus à rattraper les conséquences. La maîtrise du risque est ratée, en gros. Avec l'IA, Hollywood nous a bien savonné la planche et on a aussi le mythe fondateur de la perte de contrôle, Terminator, Skynet, la totale. Donc, ouais, non mais clairement, c'est la première chose à faire, c'est déconstruire ce fantasme-là. C'est un fantasme, quoi. Ce qu'on veut faire dans l'industrie, c'est pas du tout ce que Hollywood nous a vendu à partir des romans de SF, quoi. Donc quand on aura répondu, à mon avis, à ces deux attentes, ces deux craintes, on aura déjà plus de chances de déconstruire le narratif de l'inquiétude et de la peur panique parce qu'on ne comprend pas l'objet, quoi. D'ailleurs, j'ai une question un petit peu humoristique, mais c'est fait exprès que le comité s'appelle 42 ou... Non, mais ça a fait beaucoup rire, mais non, c'est le 42e. Il y avait le 41 et là, il en fallait un nouveau, ça a été le numéro 42. Mais ouais, ça a fait énormément rire. Bah oui, c'est pas forcément rassurant. Est-ce qu'il y avait d'autres... Pardon. Classique chez les informaticiens qui vient d'un roman écrit dans les années 80 par Douglas Adams qui s'appelle Le Guide du routard intergalactique, qui est un roman qui est un peu vieilli, mais vous pouvez le lire et vous comprendrez pourquoi 42 fait rire tous les informaticiens. Voilà, et d'ailleurs l'école s'est appelée en référence au roman d'ailleurs. Donc, voilà, absolument. Donc il y avait encore une autre question, vous souhaitez... une autre question avant d'aller déjeuner, monsieur. Alors, c'est pas vraiment une remarque, c'est pas une question, c'est une remarque. Vous avez parlé de SF. Je vous signale que l'armée française est en train de recruter les auteurs de SF pour voir des
des scénarios possibles de ce qui va se faire. Et il est très clair que Terminator, c'était peut-être un très joli film, mais les outils existent déjà. Donc on a tout ce problème des robots tueurs avec la prise de décision. Qui au final va la prendre? Il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses dans les pays qu'on contrôlera jamais. Et cette image-là, elle est là malheureusement. Je peux juste intervenir. Ouais, je te laisse aussi la parole. Et je pense qu'on va répondre à peu près à la même chose. Pour avoir fait l'école de guerre et participer au comité de doctrine, aujourd'hui, la question est très clairement tranchée. Il n'y a pas d'armes autonomes. L'autonomie n'existe pas sur l'armée française, en tout cas. Certains prétendent qu'ils l'ont sur d'autres armées, mais en tout cas, le man in the loop, la doctrine telle qu'elle est définie aujourd'hui, est très clairement établie sur ça. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de travaux sur ça. Les travaux de prospective qui sont menés avec Emmanuel Kiva au sein de l'AID, c'est des travaux de prospective pour justement stimuler un peu l'imaginaire et les perspectives, mais on n'est pas en train, ils sont pas recrutés, hein, ils travaillent, voilà, ils font des séminaires, mais il faut un tout petit peu ramener la chose à sa réalité, quoi. Et pour compléter ce que disait Arnaud, tu l'as dit tout à l'heure très justement, il faut sortir un peu de l'ASF. La machine ne fait rien d'autre que ce pourquoi elle a été conçue. Donc une machine qui tue d'autres humains, elle a été programmée pour tuer d'autres humains. Elle ne prend pas tout d'un coup la décision en se levant le matin et dire oh, c'est con d'humain, il faut s'en débarrasser, là, ils foutent la merde sur Terre. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a vraiment quelqu'un qui programme la chose, qui met des données, qui demande à ce que ces données soient utilisées d'une certaine manière. Et donc le Terminator qui s'invente intelligent n'existe pas et n'est pas possible mathématiquement. Le terme même d'autonomie en fait est impropre, quoi. L'autonomie, c'est autonomous, c'est faire ses propres règles. Et aujourd'hui, on parle d'ailleurs, les constructeurs automobiles ne parlent pas de voiture autonome. Parce que la voiture autonome, en gros, elle dit le code de la route, je fais mes propres règles. Si j'ai envie de rouler sur le trottoir, c'est parce que c'est mieux, je le ferai. On ne veut pas ça. On veut justement des systèmes qui obéissent à des règles, qui ne sont pas autonomes, qui sont automatiques. Et dans les systèmes d'armes, c'est exactement ce qu'on veut. On veut des systèmes d'armes, oui, s'il y en a certains dont la finalité, c'est peut-être évidemment de tuer des gens, parce que c'est parfois la finalité d'un système, mais il ne sera pas autonome. Il répondra à l'intention et à la décision d'un être humain. Donc c'est ce qu'on espère en tout cas dans le cas des dispositifs médicaux. Également. Pour sauver des gens. Très bien,